Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de la transformation de la fonction publique et notamment de l'impact de la loi du 6 août 2019 qui a fait fusionner les instances représentatives, notamment le comité technique CHSCT et qui se transforme donc en comité social territorial et puis qui met en place les lignes directrices de gestion. Donc cette loi dite de transformation de la fonction publique, TFP pour les intimes, vient s'appliquer à partir de maintenant et aussi à partir des prochaines élections. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une fusion des IRP, des instances représentatives du personnel dans le privé, et donc logiquement il fallait s'attendre à ce qu'on trouve le pendant dans la fonction publique avec ce nouveau comité social territorial qui va faire fusionner le comité technique, le CT, et le CHSCT, mais qui toutefois va avoir une formation spécialisée compétente en matière d'hygiène et de sécurité de conditions de travail. Donc, en gros, le CHSCT va devenir cette formation spécialisée. Je vais vous parler maintenant de la CAP, la Commission administrative paritaire, qui voit son champ de compétences réduit, puisqu'elle ne sera plus compétente en matière, enfin elle n'est déjà plus compétente en matière de promotion interne, d'avancement et de mutation entraînant un changement de résidence administrative, mais elle sera seulement compétente pour les cas dits problématiques, par exemple refus de titularisation, refus de promotion, refus de formation, puisqu'on a bien compris que le refus de promotion ce serait plus la CAP. Refus de formation, etc. Cette loi de transformation de la fonction publique, elle acte aussi la possibilité de faire des accords au niveau local, des accords au niveau de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, donc les agglos, les communautés urbaines. Et ces accords locaux vont porter sur la formation et la qualité de vie au travail. Et donc ça, c'est aussi le pendant de ce qu'on a vu dans le privé, avec la réforme du Code du travail qui a déjà eu lieu dans le privé. Donc, on retient que cette TFP, cette transformation de la fonction publique, établit un nouveau comité qui s'appelle le comité social territorial, le CST, qui fusionne l'ancien comité technique et le CHSCT, et que dans ce CST, on va garder une formation spécialisée pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Et comme la CAP n'est plus compétente en matière de promotion, ce sont les lignes directrices de gestion, les LDG, qui sont un recueil d'objectifs à atteindre en matière RH que chaque collectivité va pouvoir adapter, qui vont déterminer les enjeux RH et la gestion statutaire des agents publics pour essayer de placer le curseur sur les enjeux collectifs de travail, alors qu'auparavant la CAP ne s'intéressait qu'au cas individuel. Ainsi, les CAP sont recentrés sur les situations individuelles complexes et problématiques et n'interviennent plus en matière de nomination. Très clairement, cela donne beaucoup plus de pouvoir à nos élus, à nos patrons, si vous préférez, pour nommer et valoriser des agents dont ils auront librement choisi les profils. Alors ça peut être très positif parce que
bien on va pouvoir valoriser l'expérience professionnelle, le parcours, la diversité du parcours personnel, le CV en gros, et même c'est écrit dans la loi, les décrets, les activités extérieures, par exemple les activités associatives. Et donc les agents qui occuperaient un poste sans être valorisés pourront l'être, qui occuperaient donc un poste à compétences renforcées sans être valorisés pourront l'être. Voilà, donc ça c'est la bonne chose, c'est le principe sur son avec le bon côté de la chose. Le mauvais côté, bien sûr, c'est que cela donne pleine liberté pour des nominations qui ne seraient pas tout à fait légitimes, n'est-ce pas? Mais on connaissait ça avant, donc cette transformation, finalement, en donnant la possibilité de valoriser des parcours méritants, va peut-être permettre d'introduire plus de justice en ne donnant pas uniquement la possibilité de nommer des agents qui auraient le concours. Donc il n'y aura plus que le concours. Le concours, désormais le CV sera également très très important. Un zoom sur les principaux cas où l'on va saisir la CAP. D'abord les cas obligatoires et ensuite les cas facultatifs à l'initiative de l'agent. Il y a des cas où la CAP sera toujours obligatoirement consultée. Alors par exemple, quand on refuse de titulariser ou quand on licencie un fonctionnaire stagiaire, mais aussi donc quand on licencie un fonctionnaire titulaire, espérons que ce ne sera pas trop souvent le cas, mais enfin la CAP reste obligatoire dans ces cas-là. Plus fréquent, le refus de formation. Lorsque un congé pour formation syndicale est refusé, eh bien la CAP doit obligatoirement être consultée. Idem pour un refus de congé pour formation en matière d'hygiène, sécurité, pour un représentant de cette fameuse formation spécialisée du comité social territorial. Également, en cas de double refus successif, on vous refuse 2 fois successivement une formation de perfectionnement ou encore une formation de préparation au concours et aux examens professionnels de la fonction publique. Aussi, en cas de double refus successif, une formation personnelle qui est très intéressante. Venez vers nous pour davantage d'infos si vous le souhaitez. Un double refus successif, alors ça c'est pour les collègues qui sont en situation d'illettrisme pour apprendre la langue française. Et enfin, en cas de rejet d'une 3e demande de mobilisation du compte personnel de formation pour une action qui serait de la même nature si la demande a été refusée 2 fois sur 2 années consécutives. Donc la CAP reste un passage incontournable pour le refus de formation. Donc dites bien à vos N+1 que s'ils refusent votre congé pour formation syndicale, qui est le congé demandé 1 mois à l'avance au moins, eh bien cela devra faire l'objet d'un passage en CAP, c'est obligatoire. La CAP sera également compétente en cas de sanctions disciplinaires, sanctions des 2e, 3e et 4e groupes. Voilà, je passe sur certains détails. Enfin, maintenant, la saisine facultative. La CAP pourra être saisie à l'initiative de l'agent, sans forcément passer par un syndicat d'ailleurs, pour plusieurs aspects. D'abord, la disponibilité. Quand donc on vous refuse une disponibilité de droit, qui normalement n'a pas à être refusée, hein, bien entendu, pour des disponibilités pour convenance personnelle ou pour des études,
Pour les disponibilités pour créer ou reprendre une entreprise, et enfin pour les décisions individuelles relatives à la disponibilité d'office. Désormais, les CAP pourront être saisis de façon facultative également à l'initiative de l'agent pour du temps partiel. Alors, dans certaines collectivités, le temps partiel n'est pas très bien vu. Pour la démission, pour plus fréquemment donc pour le compte rendu d'entretien professionnel, quand vous voulez faire réviser votre compte rendu d'évaluation, votre compte rendu d'entretien professionnel, eh bien vous pouvez saisir de façon facultative la CAP. En cas de refus également pour du télétravail, qu'il s'agisse d'une demande initiale ou d'un renouvellement. Et enfin, pour un refus qui vous serait opposé pour une demande de congé placé sur votre compte épargne-temps. Voilà pour ce qui est de la CAP. Il y a également un certain nombre de suppressions de compétences de la CAP de façon tacite. Je ne vais pas vous détailler cet aspect-là. Donc, il faut juste retenir que la CAP a des compétences bien moindres pour l'avenir et ne va plus se prononcer sur un certain nombre de cas. Elle ne se prononcera plus non plus sur les reclassements pour inaptitude physique et c'est assez dommage, je trouve, de mon point de vue. Voilà pour ce qui est de la CAP. On va passer maintenant à l'aspect promotion avec les lignes directrices de gestion, les LDG. Les LDG qui sont une déclinaison donc de ce qui est une garantie au niveau constitutionnel de l'examen des questions individuelles liées à leur carrière. Voilà. La Constitution prévoit que la carrière des agents de la fonction publique, des fonctionnaires, doit être examinée. Donc, c'est pour ça qu'on a les LDG. Alors, les LDG, c'est un cadre que les autorités compétentes, donc nos patrons, les collectivités, vont prendre un cadre pour décider qui sera promu et puis qui ne le sera pas. Donc ça va donner des perspectives de carrière et une visibilité sur les orientations et les priorités de nos employeurs. En fait, c'est un outil de pilotage, CLDG, c'est un outil qui doit déterminer une stratégie pluriannuelle, donc sur plusieurs années. On ne va pas avoir des LDG chaque année, donc ça va concerner plusieurs années, pour notamment réfléchir à une GPEC, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En gros, les LDG devraient nous préciser les critères d'appréciation, quels sont les mérites, les expériences, les acquis professionnels qui seront pris en compte pour inscrire un agent sur une liste d'aptitudes ou sur un tableau d'avancement. Ces lignes directrices de gestion, ces LDG, vont nous préciser aussi les critères d'appréciation comparée des mérites, des expériences, des acquis professionnels, des agents qui exercent aussi un niveau très élevé de responsabilité, particulièrement élevé de responsabilité, et notamment ceux qui concernent les grades fonctionnels. Voilà pour ce qui est donc des critères qui devraient être détaillés de ce que les lignes directrices de gestion permettront de prendre en compte pour les promotions. Il faut retenir que les LDG doivent valoriser la valeur professionnelle des agents et les acquis de leur expérience. Donc, il n'y a plus que
l'idée, c'est qu'il n'y a plus que le concours qui compte. Ces critères qui devront être pris en compte, eh bien, un décret les énumère et voilà la liste. Et ces critères devront obligatoirement être pris en compte. Alors, la liste est la suivante. D'abord, la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations qui ont été suivies, les conditions particulières d'exercice qui attestent de l'engagement professionnel et aussi de la capacité d'adaptation. Et Dieu sait que parfois il en faut de la capacité d'adaptation. Et enfin, le cas échéant, la capacité à être manager, à encadrer des équipes. Donc, ces critères devront être pris en compte et ils devront être pris en compte au sens large puisque désormais certaines activités pourront être prises en compte et notamment celles qui sont exercées dans le cadre d'une activité syndicale, mais aussi à l'extérieur de l'administration d'origine ou encore dans un autre versant de la fonction publique. Dans le secteur privé, et notamment associatif, et enfin dans des organisations européennes ou internationales. Donc, si vous êtes bénévole dans une association, si vous donnez des cours à côté, si vous êtes, je ne sais pas, auteur, interprète, que vous êtes artiste théâtre du Capitole, que sais-je, eh bien, tout cela pourra être pris en compte dans votre parcours professionnel pour valoriser votre travail, votre carrière. Voilà. Bien évidemment, continuez à faire des formations, formez-vous, n'hésitez pas à valoriser sur votre CV tout ce qui peut l'être, puisque ces LDG, quand elles seront adoptées, si elles ne le sont pas déjà dans votre collectivité, vous permettront de valoriser donc votre cursus, vos acquis. Voilà, ces lignes directrices de gestion, elles sont difficiles à mettre en œuvre. C'est évidemment un lourd sujet, épineux. Dans certaines collectivités, elles ont déjà été discutées et les collègues nous rapportent que parfois c'est un rapport absolument imbuvable, incompréhensible, très Maelstrom, Bunga, j'arrive toujours pas à le dire, de critères qui peuvent être interprétés de façon diverses et variées. Ce qui est sûr, c'est que la loi, le statut oblige notre autorité territoriale, notre employeur à communiquer ces lignes directrices de gestion aux agents, au minimum par voie électronique ou par tout autre moyen. Donc on sera normalement tous informés de ces lignes directrices de gestion. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.